On commence ensemble aujourd'hui donc le chapitre intégration sur un segment. Donc intégration sur un segment. La première notion dont on va parler dans ce chapitre, c'est la notion de continuité uniforme. La continuité uniforme. Donc, bien sûr, elle porte le nom de continuité. Comme vous voyez dans la définition, donc si f est une fonction définie sur un intervalle, toujours l'intervalle i désigne l'intervalle d'intérieur non vide et à valeur réelle ou complexe, on va dire qu'elle est uniformément continue ou continue uniformément donc sur i si pour tout epsilon il va exister un alpha tel que pour tout x et y dans l'intervalle, dès que x moins y est inférieur à alpha, on va avoir f de x moins f de y est inférieur à epsilon. C'est-à-dire dès que la distance entre les deux points, les deux abscisses ou les deux antécédents est inférieure à ce alpha-là, on va trouver immédiatement que la distance entre les deux images va être inférieure à epsilon. Et cela, pour tout epsilon, on va trouver un alpha qui dépend de ce epsilon. Donc ça, c'est la continuité uniforme. Ça, c'est la continuité uniforme. Donc déjà, la première chose qu'on remarque est que, lorsqu'on compare, comme vous le voyez dans la première remarque, donc lorsqu'on compare, il n'y a pas un point A ou x0 auquel on se réfère. On se souvient que dans la continuité sur i, c'était quoi la continuité sur i? C'était la continuité en chaque point de i. Donc, lorsqu'il y avait un point A de i, donc et ça c'est pour tout point A de i, on va avoir pour tout epsilon, il va exister un alpha. Donc ici ce alpha-là, il dépend de epsilon bien sûr, mais il dépend aussi de ce A-là. Donc pour chaque A, on a toute l'histoire de la continuité. Donc il dit qu'il existe un alpha tel que, quel que soit le point x dans i, dès que la distance entre x et A, le A qui était fixé ici auparavant, dès que cette distance est inférieure à alpha, on va trouver immédiatement que la distance entre les deux images est inférieure, ici c'est pas y, c'est A, voilà, est inférieure à epsilon. Donc ici on est en train de réécrire presque la même chose, sauf que ici il existe alpha tel que quel que soit x et y dans i. Donc voilà, il n'y a pas un A qui est fixé auparavant, il y a les x et y qui parcourent i, et dès que la distance entre x et y est inférieure à alpha, on va trouver que f de x moins f de y est inférieur à epsilon. C'est-à-dire, ce n'est pas une notion locale. Dès que entre x et y, il y a une distance inférieure à alpha, entre f de x et f de y, on doit trouver une distance inférieure à epsilon pour un epsilon fixé. Donc, et c'est un contrôle sur tout l'intervalle i, pour tous les x et y. Dès que la distance est inférieure à alpha, voilà un alpha. Dès que la distance est inférieure à alpha, on doit forcément trouver une distance entre les deux images inférieure à epsilon. Si je garde, donc ça c'est inférieur à ce epsilon, donc le même epsilon, et tout le contrôle il continue sur tout l'intervalle. Donc je pourrais ici dessiner une fonction comme ça, je ne sais pas, donc comme ça. Bon, je pourrais dire qu'elle est uniformément continue. Donc voilà, puisque donc entre les points, dès que la distance est inférieure à alpha, la distance entre les images est inférieure à epsilon, et voilà, donc il n'y a pas un point A fixé. Donc ce n'est pas une notion locale, la continuité uniforme, ce n'est pas une notion locale, on ne dit jamais continue uniformément en un point, on dit continue uniformément sur un intervalle. Ce n'est pas comme la continuité on dit continue en un point, et puis on généralise, on dit continue sur un intervalle. Donc voilà. Donc, comme vous le voyez, alors, dans les remarques, donc on dit qu'en comparant la continuité uniforme, on remarque que la notion de la continuité est une notion locale, comme on vient de le dire, et définie au voisinage d'un point, tandis que la continuité uniforme est une notion globale, on vient de le dire, voilà, sur un intervalle, surtout l'intervalle i, et qui suppose l'existence d'un alpha uniforme, d'où l'appellation. Donc, le fait il existe un alpha pour tous les x et y, il ne dépend que de ce epsilon-là, donc pour tous les x et y, cela implique que ce alpha-là, on dit uniforme. Uniforme, c'est-à-dire c'est le même pour tout le monde. C'est pas le cas lorsqu'il y avait donc la continuité, il y a un A déjà, et le alpha il dépend de A, donc voilà, c'est pas uniforme pour ces deux points-là. Donc un alpha uniforme pour tous les x et y,
donc qui vérifie alors la propriété de la définition, c'est-à-dire la définition de la continuité uniforme. Donc voilà, c'est ça la comparaison. Donc, mais vous voyez, comme c'est écrit dans la remarque, une qui implique l'autre. Il y a une qui est plus générale. Bien sûr, lorsqu'on laisse libre tous les x et les y, donc ça contient le cas que lorsque on fixe un a. C'est-à-dire lorsque la fonction est continue uniformément, elle serait, par conséquent, elle serait continue. Donc continue uniformément implique continu. Si on est continu uniformément sur un intervalle, cela implique que c'est continu. Bien sûr, on s'attend à que la réciproque soit fausse. On pourrait le démontrer après avec un exemple d'une fonction qui est continue mais qui n'est pas continue uniformément, bien sûr, on va le voir. Donc voilà. Donc la négation, pourquoi j'écris la négation ici? Parce que la négation, on va l'utiliser après lorsqu'on va parler d'une fonction qui n'est pas continue uniformément, donc comment le prouver ou comment pouvoir le voir. Une fonction n'est pas continue uniformément. Si on fait juste la négation, on va dire alors qu'il va exister à l'epsilon 0, tel que pour tout alpha qu'on choisit, il va exister des x alpha, un x alpha et un y alpha, dont i, vérifiant que la distance est inférieure à alpha, mais quand même les images, donc la distance qui sépare les images est tout de même supérieure strictement à epsilon. Donc un exemple d'une fonction continue uniformément. Un exemple serait les fonctions lipschitziennes. Bon, c'est un exemple très général, c'est-à-dire c'est toute une classe des fonctions, ce sont les fonctions lipschitziennes. Donc on peut le prouver dans l'exemple des fonctions lipschitziennes. Donc on rappelle qu'une fonction est dite lipschitzienne lorsqu'il existe un certain réel k tel que, quel que soit x et y, là où la fonction est définie, on a la distance entre les images en valeur absolue ou en module si c'est à valeur complexe est inférieure à cette constante fois la distance entre les antécédents k fois x moins y en valeur absolue. Donc si je prends un epsilon fixé, je dois lui chercher un alpha tel que si x moins y est inférieur à alpha, on trouve immédiatement que f de x moins f de y est inférieur à epsilon. Donc je dois chercher ce alpha-là. Donc pour le trouver, on va imaginer que déjà x moins y est inférieur à alpha, ça c'est en essayant de le trouver, et on va écrire la propriété, la définition, c'est-à-dire des fonctions lipschitziennes. Donc c'est inférieur à k fois x moins y, ça on le sait, ça c'est la définition de lipschitzienne, mais on va imaginer que ça y est, c'est inférieur à alpha. Bon, c'est strict si vous voulez, parce qu'ici c'est strict. Et là on va dire, ça c'est inférieur à k fois alpha, oui, le alpha qu'on cherche bien sûr. Et ça doit être inférieur à epsilon. Donc, quel alpha convenable qu'on pourrait choisir? On pourrait choisir n'importe quel alpha, tel que k fois alpha est inférieur à epsilon. Donc, un alpha correspondant pourrait être alpha égale epsilon sur k. C'est strictement positif et ça vérifie bien la propriété. Dès que je prends alpha égale epsilon sur k, je trouve que dès que x moins y est inférieur à ce alpha-là, immédiatement par cette inégalité, la définition des fonctions lipschitziennes, par cette inégalité, je trouve immédiatement que f de x moins f de y va être inférieur à epsilon. Et voilà, le alpha est trouvé. Donc on prend ce alpha-là. Très bien. Donc ici, on chercherait à voir les fonctions continues uniformément à l'aide des suites, comme on l'a fait pour la continuité. Mais quand même, on ne va pas avoir une caractérisation séquentielle comme celle de la continuité. Donc la caractérisation séquentielle avec la continuité, c'était en un point A. Donc je rappelle, c'était f est continu en A, si et seulement si, quelle que soit la suite un, dans le domaine de f bien sûr, dans i disons ici, on a tel que, limite un égale à a, on a forcément limite fun égale à fa. Ici, on a un point a fixé. Donc ça, c'est caractérisation, j'ai rappelé, caractérisation séquentielle de la continuité. Donc voilà,
Ça, c'est la caractérisation séquentielle de la continuité. Donc ici, on va faire un truc qui ressemble à ça et on va dire que f est continu uniformément sur i, il n'y a pas un a, si et seulement si, pour tout couple de suite qu'on va choisir, donc pour tout couple de suite, c'est-à-dire arbitrairement choisi, xn et yn, des suites d'éléments de i, vérifiant que la limite de la différence est égale à 0, c'est-à-dire vérifiant que la différence tend vers 0, on va avoir forcément que la différence entre les images fxn et fyn, lorsque n tend vers plus infini, va forcément aussi tendre vers 0. Donc on va essayer de démontrer ce résultat. Et là, ça va aider lorsqu'on va voir, pour démontrer qu'une fonction est continue uniformément, et même on va voir que ça va aider lorsqu'on va montrer qu'une fonction n'est pas continue uniformément en fait. Donc la preuve, donc, proposition 1, 0, 1. Vous la voyez, elle est devant vous. Donc, on va faire la preuve. Donc, je vais écrire quand même la proposition. F est continu uniformément sur I, si et seulement si, pour tout couple de suite xn et yn, inclus dans I, tel que limite xn moins yn est égale à 0, on a limite fxn moins fyn est égal à 0 aussi. Voilà. Donc, le sens évident, bon, pas très évident, c'est lorsque f est continu uniformément, on va prouver que pour tout de suite, dès que xn moins yn tend vers 0, on va trouver que fxn moins fyn est égal à 0. Donc, f est uniformément continu sur i. Et là, on a alors toute la définition, quel que soit epsilon, il existe alpha, tel que, quel que soit x et y dans i, dès que x moins y est inférieur à alpha, ça va impliquer immédiatement que f de x moins f de y est inférieur à epsilon. Si je prends xn et yn de suite dans i, tel que limite de la différence est égale à 0. Ça va impliquer quoi en fait? Donc, je m'attends à que xn moins yn soit inférieur à alpha pour avoir directement que fxn moins fyn soit inférieur à epsilon. Et cela pour tout epsilon. On va chercher un certain rang. On va chercher un certain rang tel que, à partir de ce rang, on a ça. Donc c'est ce qu'on doit avoir pour avoir fxn moins fyn inférieur à epsilon. Pour passer ici, on doit bien montrer que xn moins yn est inférieur à alpha. Mais on n'oublie pas que xn moins yn est inférieur à tend vers 0. Donc en fait, pour epsilon strict positif, on a dit qu'il existe un alpha strict positif tel que x moins y est inférieur à alpha implique fx moins f de y est inférieur à epsilon. Mais ce alpha-là, étant un réel positif, lui, il possède un certain rang tel que à partir de ce rang, donc à partir de ce rang, les xn moins yn vont être inférieurs ou inférieurs strict à alpha. Donc ça, c'est la définition de la limite. Mais au lieu de epsilon dans la définition de la limite des suites, on a ici considéré alpha. C'est ce alpha-là, c'est le alpha qui dépend de ce epsilon-là. Donc, pour ce alpha-là, il existe un certain rang tel que xn moins yn inférieur à alpha. Mais on a dit, dès que xn moins yn, dès que deux points x et y, la différence est inférieure à alpha, dès qu'il vérifie ça, on a immédiatement que fxn moins fyn est inférieur à epsilon. Donc voilà, on a bien vérifié que pour tout epsilon, il va exister un certain rang tel que fxn moins fyn est inférieur à epsilon. Donc voilà, finalement, quel que soit epsilon strict positif, il existe un certain rang tel que, quel que soit n, à partir de ce rang, on a fxn moins fyn est inférieur à epsilon, et cela implique directement que limite
fxn moins fyn est égal à 0. Donc voilà. Et voilà. Donc l'autre sens. Bon. Donc moins facile que ça. Dans l'autre sens, en fait, on va construire les suites. Donc l'autre sens n'est pas difficile tout de même, mais juste, il s'agit ici de construire des suites. Mais on l'a fait avant. On l'a fait dans des démonstrations qui ressemblent à ça, des démonstrations comme la caractérisation de la continuité, par exemple, lorsqu'on cherchait à construire des suites. Donc, en fait, comment on construit des suites? C'est en considérant la contraposée. Parce que si je vais montrer, quelles que soient les deux suites, et je vais montrer que f est continu uniformément, donc, en fait, quelles que soient les deux suites, c'est très vague de considérer toutes les suites xn et yn de i. Mais si on regarde la proposition en contraposée, on va montrer que si f n'est pas continu uniformément, alors il va exister deux suites. Donc on va construire deux suites telles que la limite de la différence est égale à 0, mais f de xn moins f de yn ne tend pas vers 0. Donc voilà, c'est la contraposée. Donc dans le premier sens, on a bien montré que A implique B. Dans le deuxième sens, pour montrer que B implique A, on fait A bar implique B bar. C'est la contraposée. Donc, on va supposer, par contraposée, on suppose que F n'est pas continu uniformément sur I. Et on va chercher à construire deux suites de la sorte qu'on a décrit ici. Donc voilà. On commence alors par la négation de la continuité uniforme. Donc la négation de la continuité uniforme, elle a dit, c'est-à-dire qu'il va exister un certain epsilon 0 disons, tel que, quel que soit le alpha que je prends, il va exister un x alpha et un y alpha pour cet epsilon-là, et pour ce alpha-là. Donc pour epsilon, quel que soit alpha, il va exister un x alpha et un y alpha, dans i bien sûr, tel que, vérifiant, x alpha moins y alpha, oui, inférieur à alpha, mais en même temps, f de x alpha et moins f de y alpha est tout de même supérieur strictement à epsilon 0. Donc, on le connaît bien, donc cette technique elle est bien connue, puisqu'on a le droit de considérer tous les alphas pour construire des suites. Donc ici, on a x indexé par alpha, y indexé par alpha, pour construire deux suites, ce qu'on appelait, on l'appelait en classe discrétisation, c'est-à-dire on va rendre cet ensemble-là indexé par les entiers n. Et là, on va considérer par exemple pour alpha égale à 1 sur n, et cela pour n dans n étoiles, on va considérer tous les alpha égale à 1 sur n pour n dans n étoiles. Pourquoi 1 sur n? En fait, on veut ramener xn et yn qu'on va construire maintenant, on veut les ramener vers 0. Cette différence, on voudra la ramener vers 0. Donc ici, on va poser un truc qui soit strictement positif, bien sûr, mais qui tend vers 0. Et voilà, donc pour alpha égale à 1 sur n, comme on l'a fait avant plusieurs fois, pour alpha égale à 1 sur n, il va exister pour ce alpha-là, il va exister un x qui dépend de n, un y qui dépend de n, donc un xn et un yn dans i. Et là, on obtient alors, par tous les xn et les yn, on obtient deux suites, on va générer deux suites dans i, telles que vérifiant, telles que la distance entre xn et yn est inférieure à 1 sur n, et là ça y est, ça fallait ramener par passage à la limite, ça fallait ramener vers 0, mais le f de xn moins f de yn est strict supérieur à l'epsilon 0 qu'on a déjà fixé ici, le epsilon 0 qui lui est strictement supérieur à 0. Donc là, on obtient que limite lorsque n tend vers plus l'infini de xn moins yn est égal à 0 par cette inégalité, mais f de xn moins f de yn ne pourra jamais tendre vers 0 du moment qu'elle est strictement supérieure à un réel et lui strictement supérieur à 0. Si on suppose que ça tend vers 0, par passage à la limite, on va avoir 0 supérieur ou égal à epsilon 0, ce qui n'est pas vrai. Donc, mais f de xn moins f de yn ne tend pas vers 0. Ne tend pas vers 0. Donc, comme j'ai dit, si f de xn
moins f de yn par l'absurde, c'est-à-dire tend vers 0, on a, donc on écrit l'inégalité, on va l'écrire, ce côté-là c'est strict positif de ce côté-là, et là ça va donner 0, lorsque n tend vers plus l'infini, supérieur ou égal à epsilon 0, supérieur strictement à 0. Donc voilà, ça c'est, bien sûr, ça c'est impossible, et ça c'est faux, voilà, donc f de xn moins f de yn ne tend pas vers 0, et là, voilà, on a terminé alors la démonstration de cette proposition qui donne une caractérisation à l'aide des suites de la notion de continuité uniforme. Très bien. Donc, on va alors donner une conséquence de cette, de cette proposition qu'on vient d'énoncer. Donc, une conséquence. Donc, voilà. Une conséquence, elle sera la suivante. Donc, c'est la contraposée qu'on a bien utilisée déjà dans la preuve. Donc, s'il existe de suite qui vérifie que xn moins yn tend vers 0 et que donc de suite d'éléments de i qui vérifie xn moins yn tend vers 0 et que f de xn moins f de yn ne tend pas vers 0, f est par conséquent n'est pas uniformément continu. Ça sera comme un critère pour reconnaître les fonctions qui ne sont pas uniformément continues. Par exemple, l'exemple dont je vous ai parlé, donc un exemple de fonction continue, mais qui n'est pas uniformément continue. Donc, si je considère par exemple la fonction 1 sur x, donc 1 sur x, vous la voyez, donc 1 sur x, elle est bien continue bien sûr sur plus étoile. Ce qu'on va prouver, c'est qu'elle n'est pas continue uniformément. Donc on peut regarder qu'en s'approchant de 0, voilà, on ne pourra pas contrôler la distance entre les images à l'aide de la distance entre les antécédents. C'est-à-dire ici, tu peux avoir des antécédents avec des distances trop petites, ici, lorsqu'on est voisin de 0, mais ici tu peux avoir avec des images avec une distance très grande. C'est-à-dire avec la fonction 1 sur x ou avec n'importe quelle fonction qui admet comme ça une asymptote verticale, par exemple, on ne pourra pas contrôler la distance entre les images à l'aide de la distance entre les antécédents. Donc on pourrait avoir, comme je l'ai dit, des distances très petites entre les antécédents, mais des distances très grandes lorsqu'on cherche alors les images. Donc à l'aide de la conséquence qu'on a bien détaillée, donc qu'on vient de détailler, donc on prend de suite, on va les prendre au voisinage de 0, ça c'est pour utiliser ce qu'on vient de dire maintenant. Lorsqu'on prend 1 sur n et 1 sur n plus 1, donc xn et yn, on voit bien que 1 sur n moins 1 sur n plus 1, ça elles tendent vers 0, et si je cherche f de 1 sur n moins f de 1 sur n plus 1, je trouve, donc c'est l'inverse, donc en valeur absolue, je trouve que c'est n plus 1 moins n, et ça c'est 1. C'est un truc qui ne tend pas vers 0. Donc voilà, je trouve de suite, appartenant à i, et ici c'est r plus étoile, tel que la différence tend vers 0, mais la différence entre les images, bien sûr, ne tend pas vers 0, et c'est ce qu'on vient donc de détailler avec ce petit exemple. On pourrait prendre 1 sur n plus 10 000, et voilà, donc la différence sera 10 000. C'est comme on l'a dit ici, une distance très petite entre les antécédents, mais une distance très grande entre les images. Donc voilà, en passant à l'inverse, la distance, elle est très grande ici. Donc voilà. Et ça, c'est un exemple d'une fonction qui est continue, mais qui n'est pas continue uniformément. Donc, continue, la conclusion qu'on pourrait tirer, c'est que continu n'implique pas continu uniformément. Donc voilà. Il y aurait tout de même un cas là où donc continu impliquerait continu uniformément. Parce que ce sens-là, on a dit, ça marche toujours, mais il nous reste le sens continu. Est-ce que ça implique continu uniformément? Donc c'est ça la question. Une question qu'on pourrait se poser. Donc la question qu'on pourrait se poser, y aurait-il des conditions ou une condition sous lesquelles la continuité et la continuité uniforme deviennent ou signifient la même chose, c'est-à-dire deviennent équivalentes. Donc oui, il y a un tel résultat, ça s'appelle le théorème de Hein. Donc on va énoncer et prouver tout de suite. Donc le théorème de Hein, comme vous le voyez, c'est le théorème 1,01. Il dit que lorsque vous vous situez sur un segment, on rappelle, un segment c'est un fermé borné, bien sûr ici avec A strictement inférieur à B, oui bien sûr, donc vous avez que
f est uniformément continu sur AB est équivalent si et seulement si f est continu sur AB. Voilà un cas, donc décrit ici par le théorème de Hein, un cas là où continuité et continuité uniforme ont le même sens, c'est-à-dire sont équivalentes. Le théorème de Hein alors qui dit que sur un segment AB, f continu est équivalent à dire que f est continu uniformément. Donc c'est la condition, le fait d'être sur un segment, c'est la condition qui donne que la continuité et continuité uniforme vont être équivalentes. Donc la preuve de ce théorème, qu'est-ce qui a fait que la continuité sur un segment est devenue équivalente à continuité uniforme? Parce qu'on sait bien que continuité uniforme n'est pas la même chose que continuité. Donc, si on donc fait un graphe d'une fonction continue, donc si on borne ça sur un segment, et là le contrôle qu'on fait donc sur les abscisses donnera peut-être un contrôle sur les ordonnées. Donc, si ce n'était pas sur un segment, par exemple, en présence ici, par exemple, d'une branche comme celle-là, le contrôle qu'on fait sur les abscisses ne donnera pas un contrôle sur les ordonnées, sur les images. Donc, en fait, sur un segment, le contrôle devient possible. Donc, deux abscisses séparées d'une distance qui ne dépasse pas alpha. Donc, on aura deux images d'une distance qui ne dépasse pas epsilon. Pour le prouver, donc on a le sens évident, f continu uniformément implique f continu. Donc il reste le sens pourquoi continu. Pourquoi continu impliquera-t-elle continu uniformément? Dans ce cas, pourquoi ça implique continu uniformément? Donc pour montrer ce sens-là, on a f est continu et on va supposer que f n'est pas continu uniformément. Donc f est non continu uniformément. Ça voudrait dire, comme on l'a fait précédemment dans la proposition, qu'il va exister deux suites xn et yn telles que, bien sûr, deux suites dans le segment AB, telles que la limite de la différence va tendre vers 0, mais il va y avoir un epsilon 0 tel que f de xn et f de yn va toujours être supérieur strictement à ce epsilon 0. Donc il va exister un epsilon 0 tel que ça. On l'a bien dit, c'était parce qu'il existe un epsilon 0 tel que quel que soit alpha, il existe x alpha, y alpha et y alpha. Et là, on génère de suite telles que, donc limite de xn moins yn est égal à 0. Mais toujours, il y a fxn moins fyn qui vérifie strictement supérieur à alpha. Donc, ce qu'on va faire, l'idée est de ramener xn et yn vers un même point. Si on arrive à ramener xn et yn vers un même point, et là, fxn et fyn vont être, on va les ramener toutes les deux vers f de L. Pourquoi on pourra les ramener vers f de L? Tout simplement parce que f est continu. Donc on pourra appliquer, si xn tend vers L, on pourra appliquer la continuité, fxn tend vers f de L. Et là, la différence sera comme ça, et sera 0. Et là, une différence à la limite qui est égale à 0, mais ça ne peut pas être supérieur strictement à epsilon 0. C'est ça l'idée. Mais est-ce que xn et yn convergent? Ce n'est pas vrai, jusqu'au moment, parce que tout simplement, donc ce n'est pas vrai, parce que tout simplement, on n'a pas la convergence de xn et yn, elles sont juste bornées. Mais grâce à la bornitude, il y a une petite piste qui ramène à la convergence, pas de toute la suite, mais d'une sous-suite. C'est le théorème de Bolzano-Weierstrass. Donc, xn et yn sont bornées, incluses dans AB, donc bornées. D'après Bolzano-Weierstrass, il va exister une sous-suite de xn et une sous-suite de yn, a priori y psi n, elle n'est pas obligée d'être la même sous-suite, c'est-à-dire elle n'est pas obligée d'avoir la même extractrice, telle que toutes les deux convergent. Celle-là, elle convergera vers un L, et celle-là vers un L'. Et celle-là vers un L'. Donc, les deux suites convergent et on a... mais en fait, on voudrait utiliser xn moins yn tend vers 0. On ne pourrait pas l'utiliser du moment où ce n'est pas la même extractrice qu'on utilise ici. Donc x phi n et y psi n ne possèdent pas la même extractrice. Donc on ne va pas faire ça en fait. On va faire l'extraction donc en deux étapes. Une double extraction. Donc une double extraction, ça consiste à prendre, donc on a xn,
il va exister une suite x phi n convergente d'après Bolzano-Weierstrass vers L qui appartient à AB, donc vers un L qui appartient à B. Donc x phi n qui converge vers un L dans AB, bien sûr L est dans AB parce que x phi n appartient à AB. Si c'était l'ouvert, le passage à la limite le rendra fermé aussi. Donc L est dans AB. Déjà, c'est la raison pour laquelle on a imposé ici que ça soit un fermé pour garder la limite dans le domaine de continuité de f. Donc la bornitude, c'est pour trouver une convergence pas pour xn, yn, mais pour x phi n et une autre sous-suite de yn, un y psi n, mais en fait on va les unifier. Après, pour avoir des sous-suites convergentes de xn, yn, mais après, la fermeture de l'intervalle a été imposée juste pour que la limite ne sort pas du domaine de continuité de f. Et après, on va faire ce qu'on a décrit ici, c'est le passage, donc en utilisant la continuité de f, passage à la limite en utilisant la continuité de f. Donc, elle appartient à B. En même temps, une deuxième étape dans cette procédure d'extraction, donc de y phi n, donc y phi n, elle n'est pas convergente, y phi n, elle n'est pas convergente, mais de y phi n, on peut extraire une sous-suite y phi de psi de n. Donc lorsqu'on fait l'extraite de l'extraite, c'est y phi de psi de n qui converge vers un L' dans AB, et cela bien sûr d'après Bolzano-Weierstrass. Donc c'est Bolzano-Weierstrass qui donne ça aussi. C'est grâce à Bolzano-Weierstrass. Donc Bolzano-Weierstrass qui donne cela aussi. Donc une dernière étape alors, c'est lorsque on va finalement unifier, c'est-à-dire on va revenir avec x phi n et on va considérer x phi psi de n. Donc x phi n est une suite convergente, d'où x phi psi de n qui est extraite de x phi n, sera aussi convergente et vers la même limite, vers L. Qu'est-ce qu'on a obtenu alors? On a obtenu x phi psi n et y phi psi n convergentes, une vers L et l'autre vers L'. Ça donne directement donc que ça converge vers L moins L', la différence, mais la différence tend vers 0. On est arrivé et ça donne que L est égal à L'. Maintenant, revenons ici, donc en revenant à F, on a quoi? On a que F x phi psi de n, cette suite-là, par passage à la limite, car f est continu, en L, parce qu'il appartient à AB fermé, donc, et f est continu sur AB fermé, donc ça tend vers f de L. De même, fy phi psi de n tend vers f de L' pour la même raison. Donc on remarque ici, si le théorème a été posé au lieu de sur AB, a été posé sur AB ouvert, donc la limite peut être A ou B, c'est-à-dire elle peut être dans le fermé, et là on ne garantit pas que f est continu donc, en L, donc on ne pourra pas faire ce passage. Donc, et ça c'est égal f de L, parce que du moment où L égale à L', ça y est, on a fx phi psi n moins fy phi psi n. Cette différence-là, elle tend vers, bien sûr, 0. Fl moins Fl. Donc, mais c'est supérieur strictement à epsilon 0. C'est-à-dire le passage à la limite, il donnera ça, supérieur ou égal à epsilon 0. Mais lui, epsilon 0 qui est strictement supérieur à 0. Donc, absurde. Donc ça, c'est l'absurdité qui donne que, forcément, alors f est continu uniformément. Donc, on a bien dit, l'importance de l'hypothèse bornée, la bornitude, c'était pour appliquer Bolzano-Weierstrass et trouver des convergences. Donc, des sous-suites convergentes. L'importance que ce soit un fermé, c'est pour que les limites soient bien dans les bons domaines, là où f est continu, et pour pouvoir appliquer ce passage à la limite par continuité. Donc, le passage à la limite par continuité.
Donc comme ça, on achève alors la démonstration du théorème de Hein qui dit que sur un segment, c'est-à-dire sur un fermé borné, une fonction continue est équivalent à dire si et seulement si elle est uniformément continue.